Pour ne pas alourdir le tuto 32, j'ai reporté dans ce tuto post-scriptum. J'aurais pu reprendre l'expression scène coupée déjà utilisée pour un autre tuto, mais bon. Vous trouverez ci-après les explications détaillées de la réalisation de 3 des exemples présentés dans le tuto 32 et qui ont d'ailleurs été conçus conjointement à partir de la même découpe de matrice. J'ai poursuivi la démarche avec 2 tirages supplémentaires, toujours sur la base de la même découpe, mais qui n'avaient pas leur place dans le tuto 32 car réalisés sans cache. Je vous présenterai également la suite des tests relatifs aux images fantômes, le test sur l'effet de la densité de l'ancrage, un test complémentaire sur l'effet du choix du papier ou plastique, des caches, le fait qu'ils soient neufs ou qu'ils aient déjà servi, etc. Un principe de double tirage dont l'idée m'est venue après la mise en ligne du tuto 32 suivra, avec 2 matrices de fond différentes et des caches qui laissent voir tantôt l'un, tantôt l'autre. Également un exemple de double tirage avec cache sur un sujet qui n'est pas un lettrage, histoire de bien montrer que ce n'est pas réservé aux écritures. Et enfin, je vous lance un défi pour lequel je vous laisserai 3 mois, donc pour ceux qui m'écoutent encore en 2025, pour m'envoyer vos réalisations afin de participer à une prochaine vidéo de présentation des solutions techniques que vous aurez imaginées en espérant qu'elles seront variées. Mais avant cela, je vais apporter une correction à une chose que j'ai présentée dans le tuto 32. Je vous avais présenté les avantages et inconvénients de laisser sécher ou non le tirage entre 2 passages sous presse, lorsque la technique utilisée nécessite 2 passages sous la presse. Mais je me suis rendu compte, après avoir fini le tuto 32, qu'un autre phénomène intervient de manière pas forcément négligeable, le retrait du papier lors du séchage, ce qui peut venir perturber le calage des caches ou des matrices. J'ai réalisé 2 tirages simples d'une matrice sur du papier ordinaire afin d'y tailler des caches. Comme les tirages n'étaient pas très beaux, j'ai recommencé en mouillant les feuilles, puis je les ai laissées sécher. Et lorsque j'ai juxtaposé les feuilles tirées à sec et celles tirées mouillées puis séchées, j'ai pu constater que de manière identique, les feuilles tirées mouillées puis séchées présentaient un motif très légèrement réduit par rapport à celles tirées à sec. Cela se voit bien si je cale le motif à gauche et que je vais voir à droite. L'écart est de 2 mm pour 15 cm de distance, soit un retrait de 1,3%, ce qui n'a rien de négligeable. Il est probable qu'un papier plus épais se rétracte peut-être un peu moins, mais le phénomène est à prendre en compte et je préfère donc vous conseiller de faire vos 2 passages sous la presse de manière rapprochée et non seulement de laisser la feuille calée sous 2 règles, mais de la couvrir d'un chiffon humide ou d'un plastique afin qu'elle ne sèche pas. À moins d'utiliser pour les tirages sur papier sec, un cache qui aura été mouillé puis qui aura séché, donc qui sera plus court que le premier cache, à condition naturellement que le retrait du cache soit similaire au retrait du papier de tirage. Même les caches en papier simplement humidifiées par le contact de la feuille de tirage et peut-être aussi du fait de la sollicitation par la presse, peuvent se déformer. Je suis parti de ma matrice secondaire de mon monogramme et j'en ai reporté le contour sur un autre Tetra Pak, à l'envers naturellement pour que le tirage soit bien à l'endroit. Pas besoin d'une grande précision puisque ce dessin ne me servira que de référence pour un dessin des lettres en plus petit. Mais avant cela, j'ai passé mon gros pen métallique pour dessiner des vagues et j'ai coupé au scalpel 2 bandes ondulées selon ces vagues et dont j'enlèverai la couche plastique alu par la suite. J'ai dessiné et découpé comme prévu mes lettres en plus petit. J'ai finalement gravé mon dessin initial et j'ai soulevé la couche de plastique alu sur les 2 bandes ondulées, mais sans dépasser la limite externe des grandes lettres. J'ai dépoli ce liseré à la fibre de verre en utilisant un cache en papier pour faire des pointes bien nettes. Comme j'ai travaillé proprement, je dispose également des lettres positives, elles aussi ornées des vagues et des 2 bandes ondulées découpées. Le décor se prolongeant bien d'une lettre à l'autre, d'où l'intérêt de le préparer en premier. Mais revenons à notre matrice à trous que j'ai maintenant ancrée avec un dégradé de la sanguine vers le bleu. Sur le plateau de la presse, je pose cette matrice sur le papier en la centrant bien comme d'habitude. Et voici le résultat. Comme indiqué dans le tuto, j'aurais pu avoir le même résultat avec une matrice non trouée et 3 caches, mais il aurait fallu que je les positionne correctement à chaque tirage, alors qu'ici, le tirage se limite à ancrer la matrice et à la poser. Utilisons maintenant les 3 matrices secondaires en forme de lettres, dont je peux vérifier en les posant sur mon cache initial qu'elles sont bien légèrement plus petites.
Je fais un ancrage d'une matrice de fond, sans trou, celle que nous avons utilisée dans le tuto principal. J'y pose le cache, à l'envers puisque je le pose sur une matrice, et voici le résultat de ce premier passage sous presse. Je le mets en attente sur le plateau de la presse, tenu par 2 règles pour qu'il ne gondole pas, le temps de préparer la suite. Si vous avez suivi ce que j'ai dit en intro, il vaut mieux mettre en plus un chiffon humide ou un plastique pour que ça sèche encore moins. Donc je vous disais, on va préparer la suite, c'est-à-dire l'ancrage de mes 3 matrices secondaires en haut sur l'image. Je viens poser celle-ci sur le tirage. On lit bien maintenant à l'endroit puisque c'est le papier qui est en dessous et non la matrice. Et voici le résultat. J'ai veillé à utiliser un bleu qui ressort sur le fond, mais même en haut où j'ai remis de la sanguine, le liseré blanc m'assure une parfaite lisibilité. C'était donc un exemple de double passage cache plus matrice secondaire avec cache et matrice secondaire similaires mais non identiques. J'ai également utilisé ces 3 lettres découpées pour l'exemple qui suit le précédent dans ce tuto 32. J'ai réancré ma matrice de fond, j'y ai posé le cache TTPK et j'ai obtenu ce premier tirage. J'ai ensuite ancré mes matrices secondaires et je suis venu les poser sur ce premier tirage en essayant de les positionner pour que les 2 écritures soient le plus lisibles possible. Un second passage sous la presse et voici le résultat. On arrive à lire soit l'un des acronymes, soit l'autre. Les décors des matrices secondaires ne sont pas très visibles ici, mais s'ils l'étaient davantage, cela perturberait certainement la lisibilité. C'était donc un exemple de double passage cache puis matrice secondaire avec des motifs complètement différents entre cache et matrice secondaire, mais on pourrait en réaliser bien d'autres totalement différents. Je vous fais confiance et j'attends les photos de vos réalisations. Tant qu'on est parti, je vous fais encore un tirage, celui qu'un certain nombre d'entre vous ont certainement eu l'idée de faire en regardant ce qui précède, mais que je ne présente pas dans le tuto 32 car il ne s'agit pas d'utilisation de masque. Le premier tirage de ce post-scriptum non plus, mais j'en avais tout de même besoin dans le tuto à titre de comparaison. Il s'agit tout simplement de faire un seul passage sous presse, après avoir ancré séparément la matrice trouée et les lettres qui en sont issues. J'ai tout de même démarré mon ancrage par l'ensemble reconstitué car je voulais avoir la continuité de couleur dans les 2 lignes ondulantes découpées. Puis j'ai séparé le fond et les lettres et je les ai dégradées séparément dans le sens inverse, pour une question de lisibilité, en nettoyant le bleu puis en venant ajouter du jaune puis du rouge. L'ajout du jaune n'est jamais facile car il se salit immédiatement au contact du bleu et si on nettoie trop pour le garder vif, on prend le risque d'effacer les gravures de fond. Je remets ensuite les lettres dans les trous sous le plateau de la presse, ce qui n'est pas toujours aussi évident que cela. La matrice à trous est fragile, elle s'est un peu froissée lors des ancrages et les lettres ont maintenant du mal à retrouver leur place, surtout que le fait de les toucher risque d'abîmer l'ancrage. Je fais donc quelques retouches à l'essuie-tout pour effacer ces défauts et je suis même contraint de changer le papier de protection en dessous car le précédent s'était taché. Voici le résultat. Je note d'abord que, comme je le disais, le jaune fait un peu sale, un peu verdâtre. Mais pour ce qui nous intéresse ici, remarquons que les lettres J et L sont bien en place, mais le M n'y était pas tout à fait et a dû davantage bouger au passage de la presse, d'où des petits jours blancs. Le problème, c'est que cela a marqué en relief les 2 matrices. Un passage sous la presse atténue un peu cette marque, mais elle risque de se voir sur les tirages suivants. C'est donc une méthode qui paraît évidente, mais qui n'est pas sans difficulté. J'ai souhaité vous montrer que dans ce cas, on pouvait obtenir le même résultat avec ces mêmes matrices en séparant les passages sous presse, c'est-à-dire en réalisant un premier tirage avec trou, puis en venant imprimer les 3 matrices secondaires, les lettres quoi. J'ai essayé tout de même de corriger quelques défauts du premier tirage. Lors de l'ancrage, j'ai notamment fait bien plus de passages de jaune dans le bas de la matrice à trous. Comme il n'est pas toujours facile de juger sur la matrice la propreté du jaune, un bon truc est de surveiller la couleur de son essuie-tout. Sur celui-ci, on voit bien mieux si le jaune tire encore sur le vert ou pas. Et j'ai ancré les lettres en commençant par tout passer en rouge pour éviter ensuite l'ancrage jaune sur bleu et parce que je ne voulais plus que les 2 lignes de découpe de la couche plastique alu ressortent trop. Je me suis dit qu'en faisant alterner bleu et rouge,
bleu sur le fond et rouge sur les lettres, cela casserait un peu leur continuité. J'ai ensuite essuyé le bas et j'ai rajouté du bleu tout en bas, un peu de jaune au milieu et j'ai estompé les transitions. Pour une fois, j'ai préparé tous mes ancrages avant les passages sous presse qui ont donc été vraiment réalisés coup sur coup. Je pensais que j'aurais plus de mal à caler parfaitement mes matrices secondaires, mais cela s'est fait sans problème, et ni la pose de la feuille de protection et du feutre, à faire bien verticalement dans les deux cas pour pas que la feuille vienne glisser ou que la matrice vienne glisser, ni le passage sous la presse ne l'ont fait bouger. À noter que dans ce cas, le gaufrage résultant du premier passage n'aide pas car il est dans le mauvais sens. On a une bosse et pas un creux. Indépendamment de cela, je constate que mon jaune est effectivement bien jaune en bas du tirage. Cela valait le coup d'en mettre et d'essuyer 4 ou 5 fois de suite. Naturellement, les gravures bleues se sont presque estompées, mais on les voit encore, même les fines du fond. Que, par contre, le jaune des lettres sur laquelle j'avais bien moins insisté car il n'y avait pas de bleu en dessous est vraiment raté. En réalité, il y avait du bleu en dessous, celui qui restait du précédent tirage dans les bandes de découpe plastique alu. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette mémoire du tirage précédent que ces bandes ne sont pas rouges sur les lettres malgré un ancrage de départ rouge. Ceci permet de nous rappeler qu'autant sur une matrice classique il est relativement facile de changer de couleur d'un tirage à l'autre, autant cela est plus difficile lorsque l'on a découpé la couche plastique alu. Enfin, l'ancrage de mes 3 lettres n'est pas totalement uniforme. Le L est plus sombre dans la partie bleue. Je n'avais pas assez vérifié cet aspect, cette cohérence entre les 3 lettres avant le tirage. Mais pour en revenir à notre sujet de départ, vous voyez que dans certains cas, on peut obtenir le même résultat en un passage ou 2 passages sous presse. Et dans cet exemple, l'exercice en 2 passages s'est même révélé un peu plus facile. Plus facile de caler les lettres sur le tirage que de les remettre correctement dans la matrice à trous, contrairement à ce que je pensais. Mais cela ne tient pas à grand-chose. Par contre, le travail en 2 passages me permet de refaire directement le premier passage si jamais celui-ci n'est pas réussi. Ainsi, j'évite d'ancrer mes lettres pour rien. Suite aux questions que je me suis posées sur les fantômes dans le tuto 32, une étoile qui apparaissait sur la bande test, mais plus sur un tirage pourtant réalisé avec le même type de cache en couverture de revue et la même encre rouge. Je vais donc faire une nouvelle bande test pour voir l'incidence de la densité de l'ancrage sur l'apparition de ces fantômes. J'ancre une matrice, celle régulièrement finement rayée en ondulation, de manière homogène, puis je l'essuie de manière à obtenir un dégradé relativement régulier et homogène dans le sens de la largeur. Je dépose ensuite 4 caches en haut, face externe de la couverture dessus, et 4 caches en bas, face interne de la couverture dessus. Je réalise le tirage, j'obtiens naturellement 8 étoiles blanches sur fond dégradé, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse, mais l'allure de la matrice après cette impression, et là je vois bien que les fantômes sont nettement plus marqués lorsque l'ancrage est important. Par contre, comme je m'y attendais, mais toujours bon de vérifier, pas de différence entre les 2 faces de ce papier. Mais ce ne sera pas forcément le cas avec d'autres papiers utilisables pour des caches, qui seront éventuellement différents d'une face à l'autre. Je fais un tirage de cette matrice en l'état, histoire de fixer ce constat. Puis je fais également un tirage en replaçant chaque cache sur une feuille blanche humidifiée à la même place qu'initialement sur la matrice. Heureusement, j'avais des photos, donc je peux identifier chaque cache. Et je fais le même constat. Plus mon ancrage initial était important, plus l'impression du cache sera dense. Donc, même si un cache glacé laisse davantage d'encre sur la matrice que le papier du tirage, et même s'il en laisse davantage lorsque l'ancrage de la matrice est important, il en conserve aussi sur lui, et cela également en proportion de l'ancrage de départ. Donc, plus l'ancrage est important au départ, et plus il en restera sur la matrice, mais également plus il en restera sur le cache. Par contre, je me rends compte que la présence de certaines écritures sur le papier de la revue transparaît sur cette impression, ce qui signifie que la présence ou non de certaines encres d'imprimerie sur le papier du cache joue sur ses capacités à retenir notre encre. Ceci peut nous laisser penser qu'un cache neuf ne réagira pas forcément comme un cache qui a déjà été ancré, même après séchage. Suite à tout ce qui précède, et pour en avoir le cœur net, je vais refaire un test similaire au premier, mais avec 2 variantes.
Je vais introduire 2 caches qui ont déjà servi et qui ont séché 2 jours environ, et je ferai une impression à partir des caches, ce que je n'avais pas pensé à faire lors de mon test initial. J'étale donc, de gauche à droite sur la photo, un cache en papier ordinaire neuf, le cache en papier ordinaire qui a servi pour le premier test, un cache en couverture de revue, le cache en papier glacé épais qui a servi pour le premier test, et mon cache en pur plastique. Et voici le tirage. Sans surprise, comme les autres, et sans différence entre type et cache. Tout est blanc. Mais regardons les fantômes. On va les regarder directement sur la version imprimée. Comme au premier essai, le plus marqué est celui du cache plastique à gauche. N'oubliez pas l'inversion du fait du tirage, donc il est à gauche maintenant. Celui du papier glacé épais n'a plus le même aspect que lors du premier test. Il est maintenant sombre, mais avec des contours marqués d'un double liseré blanc et foncé. Celui du papier de revue neuf est bien foncé. Quant à ceux des papiers ordinaires, on voit bien la différence entre celui qui a servi, qui est maintenant visible, même si encore discret, et celui qui est neuf et qui est quasiment invisible. Voici les impressions des caches. De gauche à droite, les 2 caches en papier ordinaire ont rendu de l'encre, mais davantage pour celui qui avait déjà servi. Et comme il avait bien séché, il ne s'agit pas d'encre du tirage précédent. Mais on remarque tout de même la trace du changement de couleur du tirage précédent, comme on peut le voir sur cette photo sur laquelle j'ai replacé le cache à côté de son impression. Le papier de revue neuf a rendu à peu près la même quantité d'encre. Le papier glacé épais en a rendu davantage. Ici aussi, légère trace de la limite de couleur du premier test. Et le plastique pur en a très probablement rendu davantage, mais comme il est transparent, je l'avais placé à l'envers et il s'est donc imprimé sur le papier de protection, visible au-dessus. Tout cela montre que, lors d'un tirage, une partie de l'encre passe de la matrice vers le support qui lui fait face, tirage ou cache, et le reste, demeure sur la matrice. La répartition entre les deux est fonction de la nature et surtout de l'aspect superficiel de ce support. Papier plus ou moins absorbant, plus ou moins glacé, voire plastifié, éventuellement ancré puis séché, plus ou moins sec ou humide. Ce sont ces différences de répartition de l'encre entre ce qui va sur le tirage ou le cache et ce qui reste sur la matrice qui créent les fantômes. On constate que lorsqu'on les imprime, les caches ont tendance à rendre l'encre en proportion inverse de ce qu'ils ont gardé lors de l'impression initiale. Les caches glacées laissent plus d'encre sur la matrice que les papiers ordinaires. Ils en gardent donc moins sur eux, mais ensuite ils en rendent davantage. Ceci peut sembler paradoxal, mais s'explique aisément par le fait qu'ils n'absorbent pas d'encre, ou presque, contrairement aux papiers poreux, qui eux en absorbent une bonne quantité qu'ils ne peuvent rendre que très partiellement. Et lorsqu'on les laisse sécher, ils en rendent de moins en moins, et là encore, les papiers glacés vont sécher plus lentement et pourront donc en rendre plus longtemps. Dans le tuto 32, lorsque j'ai réalisé des tirages avec double passage sous presse, j'ai remis la même matrice de fond, dans le même sens, et en la calant de manière identique pour les 2 passages. Mais rien ne nous empêche d'utiliser 2 matrices de fond différentes. J'ai préparé une matrice, de même format exactement que celle avec mes petites écritures du mot cache. On pourrait aussi travailler avec des matrices de taille différentes d'ailleurs. Et j'y ai à nouveau écrit le cache, mais selon l'autre diagonale, et à l'envers cette fois-ci pour qu'il s'imprime à l'endroit. J'ai découpé les 5 lettres du mot cache dans du papier ordinaire. J'encre mes 2 matrices et je viens déposer les 5 lettres sur le premier fond. Lorsque celles-ci sont bien alignées, j'en retire 2. Je réalise l'impression, je vois bien mes 3 premières lettres en blanc. Je laisse le tirage sur le plateau de la presse et j'y dépose les 2 lettres qui ont été enlevées en les alignant correctement. On remarquera que je travaille cette fois-ci papier en dessous et matrice dessus. Je pose donc les caches à l'endroit, face blanche dessous. Je place la seconde matrice de fond par-dessus et je repasse sous la presse. Voici le résultat qui techniquement correspond à ce que je souhaitais. Visuellement, pour cet exemple, je trouve que le mot cache ne se détache pas assez. J'imagine donc de le mettre en valeur par un liseré blanc. Je dessine celui-ci sur le papier dans lequel j'ai découpé les lettres, je scanne
ce que cela donne. Je remets un peu cela au propre sur l'ordinateur afin de pouvoir faire 2 découpes bien identiques par la suite. Et je l'imprime en double, exactement de même taille naturellement. Je découpe les 2 caches en ajourant 3 lettres sur le premier et les 2 autres sur le second. Je procède à l'identique pour le tirage. D'abord la première matrice de fond, ancrée en rouge, avec le premier cache. Voici le résultat. Puis j'y place le second cache positionné à l'identique du premier. Je recouvre avec la seconde matrice de fond ancrée en bleu, en calant bien celle-ci. Un passage sous la presse et voici le résultat qui est bien lisible cette fois-ci. J'ai donc réalisé en 2 passages un tirage avec 4 couleurs différentes. Le rouge dans certaines lettres, le bleu dans les autres, le violet tout autour qui résulte du mélange et le blanc du liseré. À noter que l'envers du second cache a récupéré de l'encre issue du premier tirage. Sauf si je souhaite en tirer parti, il faut que je laisse 24 heures sécher avant de le réutiliser. À noter également que je n'ai pas pu remettre le petit rond du A puisqu'il était isolé. Il aurait fallu que je le repositionne séparément. Comme souvent avec les caches, on se heurte à ces problèmes d'enclave non reliés au reste. Encore une fois, je vous ai réalisé un exemple pédagogique sur des lettrages. Vous reste à mettre cela en pratique sur des sujets totalement différents. En voici d'ailleurs un exemple avec des motifs de fleurs que j'ai traités avec 2 caches, mais avec la même matrice de fond cette fois-ci. C'est l'exemple que vous avez aperçu en début de tuto à propos du retrait du papier au séchage. J'ai dessiné le motif en réfléchissant bien à la répartition des couleurs. On verra les règles tout à l'heure. Et puis je l'ai gravé, sans faire encore trop de détails. J'ai réalisé 2 tirages sur papier ordinaire et j'ai noté sur le premier tout ce qui devait être évidé pour laisser passer le vert, ainsi que le vert en mélange. Et sur le second, j'ai noté tout ce qui devait être évidé pour laisser passer le rouge et le rouge en mélange avec le vert. Après avoir ainsi tout assuré, je vérifie que je ne vais pas avoir de partie isolée ou trop fragile. Je vois qu'il y en a une sur le cache du vert qui risque d'être fragile. Je vais donc un peu tricher pour garantir un peu plus de solidité. Je découpe soigneusement mes 2 caches. J'ai eu tendance à couper à l'intérieur des traits. Nous verrons que ce n'était pas une bonne idée. Il vaut mieux au contraire couper en enlevant le trait. Je fais un premier tirage. J'ancre la matrice en vert. En haut, je garde le bleu du tirage précédent pour les petits nuages que je souhaite discrets. Je pose la matrice sur le plateau de la presse, avec papier protection bien entendu en dessous. Puis le cache bien calé. Je me base surtout sur les motifs pour faire le calage. Ensuite, la feuille de papier. Je laisse le tirage intermédiaire en attente sous un linge et j'ancre ma matrice en rouge avec des effets de orange en bout de pétale. Comme d'habitude, je travaille maintenant à l'envers pour pouvoir caler le second cache sur le tirage. Je me base toujours sur les motifs. Puis je cale la matrice en me repérant sur la cuvette, le gaufrage dû au premier passage. Voilà le résultat. Le calage n'est pas parfait et comme d'habitude, je vais essayer un second tirage pour avoir mieux. Mais comme j'avais prévu au départ, je vais d'abord ajouter des gravures dans les parties visibles pour leur donner plus de corps, puisque nous sommes bien toujours sur des tutos de gravure, et que si je ne cherchais que des aplats de couleurs, j'aurais beaucoup plus facile à faire en linogravure ou au pochoir par exemple. Je grave des traits dans les parties vertes et rouges, traits qui ne seront imprimés respectivement que lors du premier et du second passage, et simplement des pointillés dans les parties communes, le cœur des fleurs. Ainsi, si la matrice n'est pas parfaitement calée à l'identique entre les 2 passages, on aura 2 fois plus de points, mais on n'aura pas un effet d'écho des traits dû à l'impression de ces 2 parties décalées lors des 2 passages. Je fais quasiment les mêmes ancrages, les mêmes calages sous la presse, et voilà le résultat. Le calage est très légèrement meilleur, mais encore perfectible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas réellement un problème de calage au tirage, mais plutôt de précision des découpes qui me laisse du blanc entre le vert et le rouge, le fait d'avoir coupé à l'intérieur des traits au lieu de couper à l'extérieur. Pour régler ce problème, il faut que je me pose mes 2 caches sur une table lumineuse et que je trace ainsi les parties à découper un peu plus larges afin de régler le problème
là où il est vraiment très visible. Je ne vais pas reprendre toutes les découpes, mais uniquement là où c'est vraiment gênant à l'œil. J'ai effectué un troisième tirage en ancrant cette fois chaque fleur d'une couleur un peu différente et en dégradant légèrement soit l'extérieur, soit l'intérieur des pétales à l'encre jaune. J'ai également fait sur ce tirage des rehauts de blanc dans les parties vertes. Bon, on voit que le résultat est quand même nettement meilleur, donc ça valait le coup de faire 3 tirages. Mais de cette expérience, retenez principalement que les parties ancrées sont toujours légèrement plus petites que les fenêtres dans lesquelles l'encre passe et que donc il vaut mieux faire ces fenêtres très légèrement trop grandes que très légèrement trop petites. Je vais essayer de mettre un peu noir sur blanc les règles de conception pour avoir des caches qui tiennent d'un seul tenant. Quand on travaille ainsi avec 2 caches pour 2 couleurs différentes. Je les ai un peu classées en 3 catégories de règles. Alors on va d'abord les règles de voisinage obligatoires. Pour les parties qui seront blanches au final, donc masquées par chacun des 2 caches, elles doivent être toutes jointives à d'autres parties blanches ou simultanément à des parties de chacune des 2 couleurs, c'est-à-dire par exemple d'un côté à des parties vertes, de l'autre côté à des parties rouges. Les parties qui seront de la couleur 1 seulement, ici les vertes, voire des fois un peu bleues ou brunes, elles doivent être jointives à des parties de même couleur ou à des parties blanches. Les parties de la seconde couleur, ici le rouge ou le orange ou le violet, même règle, elles doivent être jointives à des parties de même couleur ou à des parties blanches. Pour ce qui concerne les parties de couleur en mélange, donc qui ne sont masquées par aucun des 2 caches, là il n'y a pas de règle à suivre, il s'agit de trous, donc on les met là où on veut, et il n'y a pas à ce qu'elles soient jointives à d'autres parties. Alors, deuxième grande catégorie de règles, il y en a d'ailleurs une seule, c'est la règle qui évite la découpe de bord à bord. Dans les 3 derniers cas, c'est-à-dire les zones qui sont soit de couleur 1, soit de couleur 2, soit les couleurs en mélange, il faut veiller à ne pas avoir une bande de la couleur concernée ou alternant une couleur et le mélange qui viendrait couper le cache en 2 parties, c'est-à-dire une bande de bord à bord qui laisserait des parties autres, d'autres couleurs de chaque côté. On peut avoir une bande tout en bas sur tout un bord qui soit d'une seule couleur, ça gêne pas, c'est le cas qu'on a avec le vert en bas, mais il ne faut pas avoir une bande qui coupe en 2, sinon on aura 2 caches. Bon, c'est pas rédhibitoire, il suffira de les caler indépendamment, mais ça complique les choses, et si on en a 3, 4, etc., ça va vite être compliqué. Troisième grande catégorie de règles, ce que j'appelle la règle des îles, des îlots, c'est-à-dire des zones isolées. On ne peut pas avoir d'île blanche ou d'une seule couleur au milieu d'une partie en couleurs mélangées. Le morceau de cache ne serait relié à rien du tout. On ne peut pas avoir d'île blanche au milieu d'une partie d'une seule couleur ou d'un ensemble de parties d'une seule couleur et de couleurs mélangées. Et enfin, par contre, toutes les îles sont possibles dans les parties blanches, puisqu'il s'agit simplement de trous. Cette troisième catégorie de règles recoupe un peu la première. C'est un peu une reformulation de celle-ci avec quelques nuances. Pour finir, je vous propose un petit défi. Voici un tirage que je viens de réaliser. Comme souvent, j'en avais réalisé un premier à titre de prototype auparavant, ensuite un second qui n'était pas tout à fait parfait, puis celui-là qui me satisfait. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tirage? Un effet de tissage de 4 ensembles de 4 bandes de 1 cm de large, séparées de 5 mm, colorées de 4 couleurs différentes et décorées de petits motifs qui, si on y regarde un peu de près, paraissent différents d'une bande à l'autre. Je dis bien paraissent car il y a une petite astuce. Le tout sur un fond parfaitement blanc. L'ensemble fait un carré de 12,5 cm de côté. Si on regarde de près autour, on voit qu'il y a une cuvette régulière de 1 cm.
J'ai utilisé une technique bien particulière et pas forcément très simple. Il est à peu près certain qu'il y a d'autres solutions envisageables pour obtenir un résultat semblable ou proche. Bon, naturellement, vous avez le choix des 4 couleurs, des petits graphismes, et naturellement, vous n'êtes pas du tout obligé de reproduire les imperfections de ce tirage. Si le défi vous tente, imaginez une technique pour y parvenir, réalisez le tirage et envoyez-moi le résultat en décrivant la méthode utilisée. Avec les photos des différentes étapes, c'est encore mieux. Et si vous m'y autorisez, je compilerai tous les résultats qui me sembleront acceptables dans une vidéo spécifique en citant leurs auteurs naturellement. N'hésitez pas à faire un premier prototype rapide pour vérifier si votre méthode fonctionne avant de tenter un tirage bien propre. C'est ce que j'ai fait. Mon premier prototype comportait un certain nombre d'erreurs et heureusement que je n'avais pas passé trop de temps dessus. Si vous pratiquez d'autres modes d'estampes, je pense à la linogravure par exemple ou toute autre sorte de gravure, et que vous estimez que ce sera plus facile avec une autre méthode, ça m'intéresse aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer le résultat de ce défi réalisé avec une autre méthode que la gravure Tetra Pak.